Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Science Inspirante. Parce que oui, la science inspire et enflamme l'imaginaire. Je vous parle d'une étude en paléontologie, et je fabrique une figurine qui correspond à l'organisme décrit. Aujourd'hui, on va discuter d'une étude très récente sur un spinosauridé. Oui, décidément, ils ont la cote avec ce format. Mais que voulez-vous, ce sont des animaux fascinants. Il s'agit de A Reappraisal of the Cranial and Mandibular Osteology of the Spinosaurid Irritator Challengery par Chade et ses collègues. Bien que vous en ayez peut-être déjà entendu parler, je vais restituer en grande partie et de manière synthétique le contenu de l'étude, puis je vous parlerai enfin de ce qu'il faut en retenir pour les interprétations, la reconstitution possible de l'animal ou celle des autres spinosauridés. Concrètement, les auteurs nous présentent une description détaillée du crâne d'Irritator Challengery, un crâne qu'ils rappellent être parmi les plus complets chez les spinosauridés. Pour la petite histoire, si vous ne le savez pas, Irritator porte son nom signifiant l'irritant, car son crâne a été acheté par des paléontologues du Musée national d'histoire naturelle de Stuttgart, en Allemagne, à un sympathique revendeur de fossiles. Il était hélas bien customisé, grâce à des kits d'upgrade tunés, constitués de fossiles différents, sobrement assemblés par de la colle extra forte et du plâtre. En clair, séparer tout ça a été un tel calvaire que la réaction instantanée des scientifiques est restée dans son nom. Revenons au contenu de l'article au sujet du crâne, qui donc, rassurez-vous, est bien constitué de l'animal uniquement, il n'y a aucun souci. L'étude nous propose une révision de la phylogénie des tétanures, clades auxquels appartiennent les spinosauridés, comme beaucoup d'autres théropodes, par les méthodes bayésiennes et de parcimonie. Pour rester très simple, sans réaliser de grandes démonstrations académiques, la méthode bayésienne est une méthode statistique qui, en analysant des événements observés, en déduit une probabilité de cause théorique possible. L'indication des éléments observés est donc capitale pour la validité de la méthode. La parcimonie, quant à elle, consiste à établir une phylogénie de telle sorte à obtenir le plus petit nombre de changements évolutifs possible, en soignant par exemple le placement des nœuds évolutifs d'un arbre phylogénétique. Les auteurs ont repris les travaux de Roy et Paul de 2019 sur les tétanures et en y modifiant quelques taxons. On note l'ajout de nouveaux genres ou la modification des données à propos de Spinosaurus et du matériel de 2020 ou les contre-études. Si vous ne savez pas pourquoi les données de l'animal ont été soigneusement traitées dans cette publication, je vous renvoie au premier épisode Science Inspirante sur le Spinosaurus. Les résultats indiquent donc que les spinosauridés sont des membres des mégalosauroïdes, contrairement aux travaux de Roy et Paul, car toute autre option envisagée pour les retirer ou changer la structure de la superfamille ajoute des étapes supplémentaires. L'évolution et la spécialisation des spinosauridés a été très rapide malgré un ghost lineage, un manque de données fossiles d'au moins 35 millions d'années. C'est pour cela, selon les auteurs, que l'on observe des caractéristiques crâniennes très différentes chez eux. Évidemment, et en raison des valeurs trouvées parfois douteuses, l'étude nuance ses conclusions. Leurs travaux se basant majoritairement sur les crânes qui sont parfois bien incomplets ou à l'inverse dans un très bon état de conservation, il est clair que les résultats peuvent être biaisés. L'autre grand point de l'étude est un scan du crâne par microtomographie assistée par ordinateur. C'est une technique d'analyse non destructive qui permet la reconstitution 3D d'un échantillon, dans notre cas, un fossile. Le gros point positif est de pouvoir visualiser les parties non exposées du crâne, dont toutes les cavités ou des éléments cachés par les sédiments. L'étude procède à la description de l'ensemble des os crâniens scannés. On pourra noter, par exemple, que l'on a enfin pu observer le palais et la mâchoire inférieure très en détail. Pour ma part, je trouve ça génial que l'on ait pu observer tout cela avec des techniques d'imagerie performantes. C'est d'ailleurs en partie pour cette raison que je voulais faire cette vidéo, montrer que la paléontologie, science qui étudie ce qui appartenait au passé, avance encore grâce aux nouvelles technologies de l'avenir. Les auteurs proposent une nouvelle représentation d'Irritator avec un crâne incliné d'environ 45 degrés vers le bas du rostre. Constat fait par rapport à l'orientation des os comme le condyle occipital et qui suggère probablement présent chez d'autres spinosauridés. Avec cette orientation, Irritator aurait eu une vision binoculaire, c'est-à-dire qu'il voyait parfaitement devant lui avec une notion de profondeur, un peu comme nous. Cette conclusion semble corroborer avec ce qu'on imaginait des spinosauridés et de manière générale sur une grande partie des théropodes. Mais le plus fou du fou, et certainement la chose pour laquelle vous connaissez cette étude, c'est la nouvelle biomécanique de la mâchoire inférieure d'Irritator.
En effet, en spéculant sur la place des muscles dans le crâne grâce au scanner, les auteurs découvrent qu'ils pouvaient provoquer l'élongation de la mandibule sur les côtés de la tête. Elle pouvait ainsi s'étendre latéralement, comme proposé en 2016 par Hendrix et ses collègues. Les muscles auraient permis une fermeture prompte, comme par effet élastique. Cela lui aurait donné une morsure moins puissante mais plus rapide, pratique pour attraper de petites proies fugaces, comme des poissons justement. Et là on arrive à une conclusion incroyable! Il existait de vrais prédateurs au Mésozoïque. Les Spinosauridés étaient des maîtres professionnels incontestés de l'ouverture de mâchoires du futur. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Ok, on va quand même se pencher sérieusement sur la question de la représentation paléo-artistique. Concrètement, et encore plus maintenant, la représentation artistique des Spinosauridés devient de plus en plus difficile à aborder. En ce qui concerne le corps, la phylogénie présentée montrant qu'Irritator était plus proche de Spinosaurus et Ichthyovenator que Baryonyx ou Suchomimus, j'ai donc opté pour des épines neurales sur l'ensemble du corps pour être en cohérence avec l'étude. L'occasion est parfaite pour vous rappeler que même si la phylogénie peut expliquer et indiquer une probabilité de présence de caractères chez des êtres vivants proches, elle n'est en aucun cas une preuve tangible pour affirmer ou infirmer ces caractères sans données fossiles. En plus, dans notre cas, on a affaire à une phylogénie basée sur des crânes, ce qui fait de ma décision un choix plutôt discutable en ce qui concerne les épines neurales. Dans le cas d'Irritator, la mâchoire ne devait pas nécessairement ressembler à celle d'un monstre de science-fiction, mais plutôt à celle de certains oiseaux modernes, comme le héron ou le pélican par exemple. En effet, le bec peut changer légèrement de forme en s'élargissant, ici pour gober des proies volumineuses et même pour les stocker dans le dernier cas. Sachant cela, rien ne dit qu'Irritator aurait eu un goitre de taille colossale. Cet élargissement était vraisemblablement lié à la prédation, en témoignent les grosses attaches de muscles sur les côtés du crâne, et non au stockage de nourriture. Les dents coniques pouvaient ainsi transpercer à une très forte vitesse et s'ancrer de manière très franche dans la proie convoitée. Et évidemment, cela ne serait pas sans risque pour les dents qui casseraient assez souvent. Mais justement, étant donné le nombre de dents fossiles de Spinosauridés que l'on retrouve, il est probable qu'elles poussaient vite et étaient très vite remplacées. Toutefois, des premiers retours en tout cas, les réactions sont assez partagées avec cette interprétation. En effet, certains lecteurs doutent que l'ouverture de la mâchoire inférieure puisse permettre une attache sur l'extrémité. Selon eux, on se rapprocherait peut-être plus d'une ouverture de mâchoire de serpent. Cette hypothèse serait surprenante et inadaptée au mode de vie d'un animal pêcheur de petites et vives proies aquatiques. À moins que l'on ait affaire à un dinosaure au mode de vie totalement différent, à voir ce que nous donneront les travaux à venir. Quoi qu'il en soit, on note qu'avec cette découverte, on trouve maintenant de nombreuses adaptations à un mode de vie semi-aquatique chez les Spinosauridés. Oui, parce qu'entre les foramen sur l'extrémité du crâne de Spinosaurus, sa queue propulsive et maintenant cette ouverture de mâchoire spécialisée chez Irritator, ça commence à faire beaucoup déjà. Qui sait ce que l'avenir nous réserve avec ce groupe de dinosaures? On se souviendra toutefois que malgré ces informations, un ptérosaure avait été retrouvé avec une dent d'Irritator plantée, preuve du caractère opportuniste chez ce dinosaure. Les Spinosauridés forment un groupe de dinosaures fascinants, étant donné leur hyperspécialisation dans un mode de vie et des lieux adaptés, et ils ont encore tant de mystères à nous dévoiler. Cette nouvelle étude sur Irritator Challengeri nous montre une fois de plus que nous n'avons pas fini d'en apprendre sur eux. Et c'est entre autres grâce au progrès des nouvelles technologies que nous parviendrons à en savoir davantage. Irritator est un animal assez fascinant par son histoire depuis sa découverte que sa place dans le registre fossile. C'est par ailleurs pour ça qu'il s'agit de l'un de mes 2 Spinosauridés favoris. J'espère que la vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à commenter pour donner votre avis sur la publication, la vidéo ou signaler d'éventuelles erreurs que j'aurais commises. Portez-vous bien et à bientôt.